Bonjour à tous. Alors, le groupe des investisseurs toulousains, je leur explique. Alors, il y a des gens qui sont déjà venus en présentiel, qui ont déjà fait un meet-up. En l'occurrence, dans l'absolu, le groupe, il a été créé en tout début d'année. On l'a créé avec pour but de pouvoir faire de la vulgarisation des placements d'une manière générale, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions sur les placements. On sait en effet d'expérience à rencontrer des gens en rendez-vous. On se rend compte en effet qu'il y a beaucoup de choses qui sont des fois mal interprétées ou mal connues dans les placements et que souvent les gens ne font pas obligatoirement les placements qui leur correspondent par manque d'informations. Donc le but du groupe, c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire aujourd'hui on vous présente des produits et des possibilités d'orienter vos placements d'une manière générale. Le but, en effet, c'est pas que moi qui anime ce groupe, hein, bien sûr. Au contraire, c'est qu'on est des experts dans chacun de leurs domaines pour pouvoir nous donner leur point de vue sur les grands principes que l'on peut rencontrer. Voilà. Donc le groupe, vous le trouvez sur Meetup, évidemment. Pour autant, quand on les organise en physique, on le fait au cabinet, qui est notre cabinet de gestion, enfin notre cabinet, celui auquel je travaille, cabinet Expert Invest, en l'occurrence. Donc je vous ai mis le lien si vous voulez voir un petit peu le site internet. Je vous ai remis mes coordonnées parce que si après, vous avez envie de parler de vos investissements, quels qu'ils soient, parce qu'on n'est pas obligatoirement sur un domaine, aujourd'hui on a un thème, mais ça n'empêche, vous avez aussi mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à le noter dans tous les cas. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Camille qui va nous faire la présentation sur les investissements responsables. C'est un sujet, moi, que j'avais très envie de développer cette année et ça tombe très bien parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Camille dont c'est la spécialité et dont c'est le travail au quotidien. Donc ça, c'est super. Donc je vais lui donner la main tout simplement pour qu'elle puisse vous faire la présentation et je redirai peut-être un petit mot à la fin après s'il y a besoin. Mais dans tous les cas, voilà. Merci Grégoire. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Camille Prigent et je suis la fondatrice d'Investir Éthique, qui est un média dédié à l'investissement responsable que j'ai créé l'année dernière, en début d'année dernière. L'objectif de ce média, c'est de faire ce travail de vulgarisation dont parlait Grégoire sur les placements, mais avec un angle responsable, donc de donner en fait toutes les clés aux épargnants pour qu'ils puissent aller vers des placements plus responsables et plus verts. L'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est bien évidemment pas de tout comprendre à 100% sur l'investissement responsable puisque c'est un sujet assez vaste, mais c'est en tout cas de vous donner des clés de compréhension pour savoir ce que vous pouvez faire facilement et concrètement pour verdir vos placements. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un type de placement en particulier qui sont les fonds d'investissement responsables. Et pourquoi je me consacre à ces fonds d'investissement? C'est parce qu'en fait, ce sont eux que vous allez retrouver dans vos contrats d'assurance vie ou dans vos plans d'épargne retraite ou même dans vos plans d'épargne salariale, si vous en avez avec votre entreprise. Et du coup, ce sont ces fonds d'investissement qui représentent la plus grosse part de l'investissement responsable aujourd'hui. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite. Qu'englobe la notion d'investissement responsable? Ça, c'est une question qui est déjà compliquée puisque chacun peut avoir sa définition en fait, de ce qu'est un placement éthique, de ce qu'est un placement responsable. Ce qu'on considère aujourd'hui sur le marché, c'est principalement la différence entre l'investissement responsable et l'investissement à impact. L'impact, il va avoir pour objectif d'avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société. L'investissement responsable, il va plutôt chercher à limiter l'impact négatif. Donc, c'est une notion un petit peu plus vaste qui permet d'investir dans un peu plus d'entreprises. Les acteurs de l'investissement responsable, ils sont nombreux. Il y a bien sûr les investisseurs comme vous et moi. Alors, il y a deux types d'investisseurs et ça, c'est intéressant à noter parce que ça va avoir une importance sur le marché de l'investissement responsable. Il y a les particuliers comme nous, mais il y a aussi ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels qui sont par exemple les caisses de retraite, les fonds de pension qui vont, eux, avoir des sommes très, très conséquentes à investir. Il y a évidemment les conseillers en gestion de patrimoine hein, comme Grégoire qui sont là pour conseiller les épargnants en fonction de leurs valeurs. Et il y a les sociétés de gestion.
Ces sociétés de gestion, ce sont elles qui vont créer les fonds d'investissement que vous allez retrouver dans votre assurance vie ou dans votre produit d'épargne retraite. Et du coup, ces sociétés de gestion, elles ont un rôle clé pour définir ce qui est responsable et pour créer des produits qui vont être responsables et dans lesquels nous, on va pouvoir investir ensuite. Sur cette slide, je vous ai mis un petit graphique qui vous montre que le marché de l'investissement responsable, il est déjà très gros. On ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, les chiffres qui datent donc, de fin 2018, ils montraient déjà qu'il y avait plus de la moitié des encours qui sont dans les fonds d'investissement français aujourd'hui, qui sont gérés de manière responsable. Donc ça, ce sont des chiffres qui datent d'il y a 1 an et demi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est probablement une proportion encore plus grande qui est gérée de façon responsable. Néanmoins, il y a des nuances dans ce qu'on peut faire en matière de placement éthique. Ces nuances, vous en avez un exemple sur le côté droit du graphique avec le premier palier de l'investissement responsable qui est l'exclusion. C'est quelque chose qui est très pratiqué et qui est d'ailleurs souvent une demande quand on est un investisseur et qu'on veut investir responsable. C'est par exemple ne pas investir dans l'armement, ne pas investir dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est très commun et c'est d'ailleurs par les exclusions qu'est né l'investissement responsable. Il y a plusieurs siècles déjà, ça a été les premiers mouvements des investisseurs, ça a été d'exclure souvent les entreprises qui traitaient mal les ouvriers dans les usines à l'époque. Ensuite, on a l'ESG. Alors l'ESG, c'est très important, ça veut dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces critères ESG, c'est devenu vraiment une nouvelle norme sur le marché. Et en fait, ils permettent d'avoir une grille de lecture de ce qu'est une entreprise responsable. Une entreprise responsable, ça va donc être une entreprise qui a un impact limité sur l'environnement, une entreprise qui traite bien ses salariés, qui respecte leurs droits, notamment les droits du travail, et une entreprise qui a une gouvernance saine. Ensuite, on a l'ISR qui est l'investissement socialement responsable. L'ISR, c'est en fait une forme d'engagement, c'est-à-dire que les fonds qui vont être ISR vont prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dont on a parlé, mais en plus, ils vont avoir un engagement pour que les entreprises dans lesquelles ils investissent s'améliorent et pour avoir une gestion vertueuse à tous les niveaux. Pourquoi le marché de l'investissement responsable il grandit aussi vite? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment l'intérêt des investisseurs pour l'environnement d'abord, mais aussi pour une certaine justice sociale. C'est quelque chose qu'on voit très facilement, notamment dans le secteur de la consommation. On a vu ces dernières années un intérêt grandissant pour le bio, pour l'achat de produits locaux. Et cette éthique de consommation, elle se retrouve de plus en plus dans l'épargne. Ensuite, on a de nouvelles obligations réglementaires. Et ça, c'est là que reviennent les investisseurs institutionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, après la COP21, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé pour l'investissement responsable. Il y a eu une loi qui a obligé les investisseurs institutionnels à dire s'ils prenaient ou non en compte des critères durables dans leurs investissements. Donc, c'est une loi qui a été très intelligente, puisqu'elle ne les a pas obligés à investir de manière éthique, mais elle les a obligés à dire ce qu'ils faisaient. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces investisseurs, toutes ces caisses de retraite, etc. Ils sont allés voir les sociétés de gestion et ils leur ont dit « on a besoin de fonds d'investissement responsables ». Et c'est là qu'a vraiment commencé à se développer une offre responsable sur le marché. Et évidemment, ça a bénéficié au marché des particuliers dans un deuxième temps. Les particuliers, ils ont aussi eu le droit à leur bouleversement réglementaire l'an dernier avec la loi Pacte, qui est entrée en vigueur en mars 2019. Et cette loi Pacte, elle est très intéressante pour nous, puisqu'elle oblige depuis le 1er janvier 2020 les assureurs à proposer dans tous les contrats d'assurance vie des unités de compte responsables. Les unités de compte, pour rappel, ce sont tout simplement des fonds d'investissement qui vont être intégrés dans les contrats d'assurance vie.
Il y a aussi une obligation qui entrera en vigueur seulement en 2022, mais toujours pour l'assurance vie. C'est l'obligation d'intégrer des fonds verts et des fonds solidaires dans l'assurance vie. Donc ça veut dire que dès 2022, il n'y aura plus aucun contrat sur le marché qui n'aura aucune offre responsable, verte et solidaire. Et aujourd'hui, tous les contrats doivent vous proposer des fonds d'investissement responsables. Donc, si vous avez un contrat d'assurance vie, c'est déjà quelque chose que vous pouvez mettre en place. Le troisième vecteur de croissance, qui est important évidemment, ce sont les opportunités économiques que permettent l'émergence de ce nouveau marché responsable. On pense bien évidemment à tout ce qui est énergie verte, qui a beaucoup grandi, mais ce n'est pas le seul secteur et c'est vraiment une nouvelle manne financière qui peut tomber pour les sociétés de gestion grâce à ce côté durable. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans un fonds responsable? Là, c'est là qu'on va passer un petit peu plus à la pratique, même si je vais quand même revenir sur quelques notions théoriques pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Je vais revenir d'abord sur les critères ESG dont on a parlé tout à l'heure. Ces critères d'analyse, ce sont vraiment des nouveaux standards sur le marché et ils sont nombreux. Donc, par exemple, quand on parle de critères environnementaux, ça va être assez simple à comprendre. On va surtout parler de la consommation d'énergie et de la consommation d'eau. On va parler de l'empreinte carbone. On va parler aussi de l'impact de l'entreprise sur la biodiversité et de sa gestion des déchets, du recyclage, etc. Quand on parle de social, alors le social, c'est un petit peu plus compliqué à déterminer puisque les données sont moins précises et moins homogènes d'une entreprise à l'autre. Mais on peut s'intéresser, par exemple, dans l'industrie, au taux d'accident du travail, dans toutes les entreprises, au turnover des salariés, à la formation des salariés, aussi aux écarts de salaire, ou encore à la présence de personnes handicapées dans les effectifs. Et on a ensuite la gouvernance. La gouvernance, c'est un aspect très important puisque souvent, d'une bonne gouvernance vont découler des pratiques environnementales et sociales saines. La gouvernance, c'est souvent d'ailleurs surpondéré par les sociétés de gestion qui vont créer des fonds d'investissement. Elles vont s'intéresser en particulier à la gouvernance parce que la gouvernance est cruciale pour avoir une gestion éthique dans l'entreprise. Quand on parle de gouvernance, on va parler de plusieurs choses. On peut parler par exemple de la composition du conseil d'administration avec la présence d'administrateurs indépendants, la présence de femmes au conseil d'administration. On va parler aussi de rémunération, d'écart de rémunération par exemple entre le dirigeant et les salariés, mais aussi d'indexation de cette rémunération sur par exemple des critères environnementaux. Ça se fait aujourd'hui dans certaines entreprises. La gouvernance, ça va aussi loin que les politiques anticorruption ou les politiques fiscales. Et une bonne gouvernance aurait peut-être évité des scandales comme l'affaire Carlos Ghosn, par exemple, ou l'affaire Volkswagen qu'il y a eu il y a quelques années. Souvent, on se rend compte quand il y a des gros scandales économiques qu'en fait, c'est une question de gouvernance avant tout. C'est pour ça que ce critère est particulièrement regardé. Les approches d'investissement. Ça va être intéressant aussi et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais surtout, ça va vous donner des indices sur quel type d'entreprise vous pouvez retrouver dans les fonds. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas hyper intéressant quand on est un investisseur particulier de tout savoir en détail, mais ça a quand même son importance. En France, on a une stratégie qui est assez différente de celle des autres pays parce qu'il y a une stratégie qu'on adore qui s'appelle la stratégie Best in Class. Pourtant, ça n'a pas l'air très français, mais en vrai, c'est très français. Best in Class, en gros, ça veut dire les meilleurs élèves. Et cette stratégie, elle consiste à prendre un univers d'investissement et à noter toutes les entreprises qui sont dans cet univers et ensuite à virer tous les mauvais élèves. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec des entreprises qui sont bonnes, mais aussi des entreprises qui sont moyennes. Ça va avoir son importance, notamment pour le label ISR. Et le label ISR, il est très important. Donc, ISR, je rappelle, c'est
investissement socialement responsable. Le label ISR, il est très important puisque c'est le principal label en France, avec près de 400 fonds d'investissement qui sont labellisés. Et quand j'ai dit tout à l'heure que l'assurance vie, depuis le 1er janvier 2020, avait l'obligation de proposer des fonds responsables, ces fonds responsables, en fait, ce sont des fonds labellisés ISR. Les caractéristiques de ce label, c'est de prendre en compte les critères ESG, dont on a parlé il y a une seconde, mais aussi de se baser sur la stratégie best in class. C'est-à-dire que pour être éligible au label, un fonds doit faire ce travail de retirer les 20% des plus mauvais élèves de son univers d'investissement. Il y a d'autres caractéristiques qui sont prises en compte par le label, c'est l'engagement de la société de gestion et la transparence. Alors, quel peut être cet engagement et comment on peut savoir si une société de gestion est engagée? Il faut savoir que quand une société de gestion obtient le label ISR pour un de ses fonds, elle est obligée de publier un code de transparence qui doit être disponible sur son site internet et que tout le monde doit être capable de consulter librement. Dans ce code de transparence, vous allez trouver plein d'informations très intéressantes, notamment la manière dont sont pris en compte les critères ESG, mais aussi les moyens en interne qui permettent l'analyse de ces critères. C'est-à-dire que vous allez trouver dans ces codes la composition des équipes qui vont gérer toute la partie analyse durable. Vous allez aussi pouvoir savoir s'il y a une analyse réalisée en interne ou si ce sont par exemple des informations qui sont achetées auprès d'agences de notation spécialisées dans les critères ESG, puisque aujourd'hui ça existe. Vous pouvez acheter des notes, en fait, des notes ESG auprès d'agences spécialisées qui vont, dont le travail, ça va être d'analyser les entreprises par rapport à ces critères. L'engagement d'une société de gestion, ça peut prendre plusieurs formes. Souvent, ça prend la forme d'un dialogue actionnarial, c'est-à-dire que les sociétés de gestion vont entrer en contact directement avec les entreprises, échanger sur leurs problématiques responsables et aussi prendre des engagements. C'est-à-dire que souvent, les sociétés de gestion vont dire à une entreprise, voilà, on pense que tu peux t'améliorer facilement sur tel critère, on aimerait que tu t'engages à le faire d'ici 3 ans. Ça, c'est typiquement ce que peut faire une société de gestion responsable en matière d'engagement. Il y a aussi le vote, puisque quand on investit dans une entreprise, elle est cotée en bourse, pour les placements dont on parle aujourd'hui en tout cas. Et donc, chaque année, on a une assemblée générale et les sociétés de gestion publient leur politique de vote. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quels critères, à partir de quels critères elles vont valider la rémunération d'un dirigeant, ce genre de choses. Donc, ça peut être aussi très utile si vous voulez vraiment rentrer dans le détail pour trouver quelque chose qui correspond à vos valeurs. Petite info, il y aura bientôt un label ISR dédié à l'immobilier qui devrait sortir cette année. Donc, comme les Français aiment beaucoup l'immobilier, ça pourra être utile si certains d'entre vous ont envie d'investir. Je vous propose peut-être maintenant de parler un peu des limites du label ISR. Je vous ai mis un exemple d'un fonds labellisé ISR ici, qui n'est pas, enfin, j'ai rien contre AXA ni pour AXA, c'est juste un des premiers de la liste, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est assez parlant puisque ce que je vous ai mis, ce sont les 10 principales valeurs du fonds. Et donc, quand on regarde le détail, on voit que dans ce fonds, il y a des entreprises comme Total et comme Sanofi, qui peuvent, à première vue, ne pas paraître être les entreprises les plus éthiques. Pourquoi le label ISR permet la présence de ces entreprises dans les fonds labellisés? C'est tout simplement à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure de la stratégie best in class. Parce que s'il y a Total, ça veut dire probablement que la société de gestion a analysé le secteur pétrolier et a jugé que Total était plus vertueux que Shell et du coup a enlevé Shell mais a gardé Total.
C'est pour ça que le label ISR ne va pas forcément correspondre à toutes les volontés des investisseurs. Et ça ne veut pas dire que le label ne sert à rien. Au contraire, je pense que c'est une très bonne base pour avoir un minimum de critères respectés quand on investit dans un fonds. Mais évidemment, ce n'est pas parfait. Donc, il faut juste en être conscient et se dire que le label ISR, ce n'est pas du tout un label d'exclusion sectorielle, mais c'est un label qui vous garantit que les fonds d'investissement respectent certains critères, analysent les critères environnementaux et sociaux des entreprises et font des choix en fonction de cette notation extra-financière. Un autre label qui est intéressant et qui peut peut-être être intéressant pour ceux d'entre vous qui, qui n'ont pas envie d'investir dans le charbon, dans le pétrole ou dans des secteurs très polluants. C'est le label Greenfin. Le label Greenfin, il a été créé à la suite de la COP21. Et son objectif, c'est justement d'être un pur label d'exclusion sectorielle. En fait, il y a seulement certains secteurs qui sont éligibles au label. Et ce sont tous les secteurs qui peuvent contribuer à la transition énergétique et écologique. Donc on a l'énergie, le bâtiment, la gestion des déchets, une certaine branche de l'industrie et des transports, mais aussi tout ce qui est agriculture et forêt. Alors comme vous le voyez, c'est un label qui est quand même beaucoup plus petit que le label ISR puisqu'il n'y a que 43 fonds labellisés. Mais il y a une grosse croissance, notamment en 2019, donc on peut espérer que il y ait beaucoup plus de fonds labellisés à l'avenir. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec le label Greenfin, c'est qu'il y a pas mal de fonds d'obligations vertes qui sont labellisés Greenfin. Donc les obligations, pour rappel pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce que c'est, en fait c'est tout simplement de la dette qui peut être émise par un État ou par une entreprise. Et la particularité des obligations vertes, c'est que c'est une dette, donc comme un emprunt qui est réalisé, et l'argent qui va être levé devrait servir à un projet particulier. Donc souvent, c'est des infrastructures vertes ou des projets ambitieux, en fait, mais qui doivent avoir un rapport avec la transition énergétique et écologique. Aussi, autre chose intéressante à noter avec ce label, il y a des ETF qui sont labellisés Greenfin. Alors là encore, je vais expliquer ce que c'est un ETF rapidement. C'est un fonds indiciel, donc c'est-à-dire que c'est un fonds qui va répliquer un indice de marché. Un indice de marché, c'est par exemple le CAC 40. Donc si vous investissez dans un ETF CAC 40, ça veut dire qu'en un seul investissement, vous allez pouvoir investir dans tout le CAC 40. Voilà ce que c'est un ETF. Et donc les ETF aussi peuvent obtenir des labels, ce qui est intéressant dans une stratégie d'investissement. Je refais une petite aparté sur les exclusions, puisque là, on a vu que le label Greenfin avait des exclusions sectorielles, mais il y a beaucoup de fonds d'investissement qui pratiquent des exclusions qu'on appelle normatives. Alors, c'est un mot qui paraît très pompeux, mais juste pour dire qu'il exclut les entreprises qui ne respectent pas certains standards internationaux. C'est notamment le cas du Global Compact, qui est un standard qui a été créé par l'ONU et qui impose notamment des respects des droits du travail, des droits humains et des politiques anticorruption. Donc, pas mal de fonds excluent aujourd'hui les entreprises qui ne respectent pas ces normes-là. Ça permet aussi de faire un autre filtre pour être sûr de ne pas investir dans des entreprises qui, par exemple, font travailler des enfants. Dernier label, c'est le label Finansol. Comme vous pouvez vous l'avez peut-être deviné, quand je parlais tout à l'heure de 2022 et du fait que les contrats d'assurance vie devraient proposer des unités de compte vertes et solidaires, et bien là aussi on parle de label, c'est-à-dire qu'elles vont être obligées de proposer un fonds labellisé Greenfin et un fonds labellisé Finansol à partir de 2022. La finance solidaire, c'est un petit peu différent de la finance responsable, dans le sens où l'objectif n'est pas le même. La finance responsable, l'objectif reste quand même de réaliser un profit
tout en soutenant la transition écologique et énergétique. La finance solidaire, elle a un objectif différent qui est de participer à l'économie sociale et solidaire. Il y a bien sûr les livrets solidaires qui sont assez bien connus du grand public, mais en termes de fonds d'investissement, on parle souvent des fonds qu'on appelle 90-10, qui sont en fait investis à 90% dans des actions, donc dans des entreprises cotées en bourse, et à 10% dans des entreprises solidaires. Donc, il faut savoir que c'est un secteur aussi qui est réglementé, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas décider du jour au lendemain qu'elle est solidaire, il faut qu'elle obtienne un agrément de l'État pour pouvoir intégrer cette famille des entreprises solidaires. Et donc, il y a des produits d'investissement qui vous permettent aujourd'hui d'investir tout en soutenant des entreprises solidaires. Et l'avantage aussi des fonds 90-10 par exemple, c'est que évidemment ils vous permettent aussi de générer un revenu en plus d'avoir une approche solidaire. Et ça, c'est aussi un secteur qui grandit très vite par rapport au label ISR, c'est encore également tout petit, mais ça grandit très vite et ça va sûrement continuer à grandir dans les années à venir. Pour parler un petit peu plus en profondeur des placements, je vous ai parlé au début de la présentation de l'assurance vie et de l'épargne retraite. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous savez peut-être que la loi Pacte, dont j'ai parlé tout à l'heure, a aussi créé un autre produit d'épargne qui s'appelle le plan d'épargne retraite, qui est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Et ce plan d'épargne retraite, qui a vocation à remplacer en fait tous les produits retraite qui existaient jusqu'à présent, il vient sous deux formes. Un PER bancaire qui est en gros un compte titre, donc c'est-à-dire le compte titre, c'est ce qui vous permet d'investir en bourse directement dans des entreprises, ou un PER assurance. Et ce PER assurance, il se calque sur le fonctionnement de l'assurance vie, et donc il a les mêmes obligations que l'assurance vie. Ça, c'est très intéressant. Et il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir, c'est la gestion pilotée. Puisque vous savez peut-être si vous avez ouvert un contrat d'assurance vie, mais en fait, vous avez deux solutions. La première solution, c'est la gestion libre, c'est-à-dire que vous choisissez ce qu'il y a à 100% dans votre contrat. Et la deuxième solution, qui est la plus courante, c'est la gestion pilotée. La gestion pilotée, ça veut dire que vous allez établir un profil de risque avec l'assureur ou avec un conseiller en gestion de patrimoine, par exemple, qui va vous aider à souscrire une assurance vie. Et en fonction de ce profil de risque, on va faire une allocation pour vous et le contrat va être géré pour vous. Cette gestion pilotée, elle est donc très importante parce que c'est la plus grosse part du marché. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des offres en gestion pilotée qui se développent. Puisque s'il n'y a pas d'offres responsables en gestion pilotée, ça montre quand même un faible engagement des assureurs envers l'investissement responsable. Donc, je vous ai mis quelques exemples de contrats d'assurance vie et de contrats d'épargne retraite qui avaient développé des offres de gestion pilotée responsable. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif et ça a vocation à aussi grandir avec le temps, puisqu'il y a de plus en plus de contrats d'assurance vie qui proposent que des fonds responsables ou une majorité de fonds responsables, mais également de plus en plus de plans d'épargne retraite. La performance et le risque, ça, ce sont des sujets, bien sûr, qui sont tout à fait très souvent abordés quand on parle d'investissement responsable, et notamment le sujet de la performance. Alors, sachez qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la performance des placements responsables et que ces études concluent que les placements responsables sont aussi des placements performants. Il n'y a pas de défaut de performance des placements responsables, surtout quand on regarde l'horizon de long terme, puisque l'objectif de l'investissement responsable, c'est d'investir dans des entreprises qui vont être non seulement performantes, mais aussi performantes dans le temps, puisqu'elles vont être respectueuses de l'environnement, respectueuses des hommes.
L'investissement responsable, en ce moment, c'est, je fais une aparté sur le Covid-19 puisque c'est quand même un sujet très chaud d'actualité. Pour vous dire quelques points intéressants concernant l'investissement responsable. Le premier, c'est la résilience de la finance responsable. Il y a eu plusieurs études qui ont été publiées depuis le début de la crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, qui ont montré la bonne performance des placements responsables. Évidemment, quand je dis bonne performance, ça reste quand même relatif, puisque tout le marché est quand même en baisse, mais la meilleure performance relative au reste du marché. On a par exemple une étude de Bank of America qui a été publiée fin mars, qui a montré que les entreprises qui étaient les mieux notées sur le critère social, donc le S de ESG, avaient mieux résisté que celles qui étaient les moins bien notées sur ces critères sociaux pendant la crise. On a aussi une étude de Track Insight qui est spécialisée dans les ETF, qui a montré que les ETF responsables avaient mieux résisté que les autres depuis le début de la crise. Et c'est pour une raison très intéressante, c'est parce qu'en fait, bon, évidemment, les entreprises qui étaient dans ces ETF étaient de bonne qualité, mais les investisseurs n'ont pas vendu. Donc, ça veut dire que l'horizon de placement de long terme a permis au fond de mieux résister, puisque comme il n'y a pas eu de pression à la vente, les prix en fait, ont moins baissé. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est peut-être que vous avez entendu parler des publications de l'INSEE qui essayaient d'estimer en fait la baisse du PIB par rapport au nombre de semaines de confinement. Et dans ces estimations, il y a quelque chose qui était quand même assez frappant, et vous l'avez peut-être aussi vu avec les appels du gouvernement à consommer français, etc. C'est le poids de la consommation et donc par extension de l'épargne dans le PIB français et dans l'économie française. Le PIB français, en fait, 50% du PIB français, c'est de la consommation. Donc c'est un poids énorme. Et si on ajoute la consommation des services publics, on arrive à 70%. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire que en tant que consommateur et en tant qu'épargnant, on a un pouvoir et on peut encourager, soutenir la transition écologique et énergétique en mettant son argent au service d'entreprises plus éthiques. Autre point sur le risque financier, ça c'est aussi intéressant puisqu'il y a un vrai changement par rapport à la prise en compte du risque. Pendant longtemps, il y avait une approche du secteur financier qui était vraiment rendement-risque, c'est-à-dire avec un risque purement financier. Aujourd'hui, on a un risque qui prend en compte les critères environnementaux et sociaux. Par exemple, de nos jours, une entreprise qui pollue, eh bien, ça pose un risque réputationnel, en plus évidemment d'un risque sanitaire. Et ce risque réputationnel, il va être pris en compte par les investisseurs. De même, il y a un risque réglementaire qui est de plus en plus important, puisque comme les normes vont vers des normes plus sévères qui prennent en compte les risques environnementaux, eh bien, une entreprise qui est très en retard sur le sujet va être plus risquée, puisque si jamais une réglementation est publiée, elle va être loin derrière et du coup, elle va être peu intéressante pour un investisseur. Donc en fait, c'est comme s'il y avait l'émergence d'une nouvelle rationalité économique qui prend en compte tous ces critères responsables. Je vais finir sur une notion qui est souvent une grosse interrogation des épargnants, c'est le greenwashing. C'est-à-dire comment je peux être sûre que le fonds dans lequel j'investis, que la société de gestion vers laquelle je me tourne est responsable. D'abord, il faut savoir que c'est un secteur qui est assez jeune, ou en tout cas qui a une accélération forte qui est très récente. Et du coup, c'est un secteur qui est encore en construction avec de nouvelles règles qui sont établies régulièrement. En mars,
Il y a eu de nouvelles règles anti-greenwashing qui ont été publiées par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, donc qui régule le secteur financier en France. Et ces nouvelles règles sont intéressantes puisqu'elles interdisent aux fonds qui ne sont pas... comment expliquer ça, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Elles interdisent aux fonds qui n'ont pas fait de la prise en compte des critères responsables le cœur de leur gestion, de mettre ces critères responsables au cœur de leur communication. Donc en gros, ils ne peuvent pas communiquer en disant « je suis un fonds durable, je suis un contrat d'assurance vie durable » si ce n'est pas au cœur de leur gestion. Donc ça, c'est intéressant puisque ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de fausses communications qui pourront induire des épargnants en erreur. La communication devra être sincère. Ensuite, un point sur comment reconnaître une société de gestion responsable. Alors, évidemment, ce n'est pas facile de reconnaître une société de gestion responsable. C'est pour ça qu'il existe des conseillers en gestion de patrimoine comme Grégoire, puisqu'ils servent vraiment d'intermédiaire entre les investisseurs et ces acteurs financiers qui vont créer les produits financiers responsables. Mais il y a quand même quelques indices qui peuvent être intéressants. La première chose, c'est ça concerne la taille. Ça ne veut pas dire qu'un AXA qu'on a vu tout à l'heure ou un BNP ou la Banque Postale ne va pas être responsable, mais souvent l'engagement va être différent puisque ce sont des grosses machines. Ces grosses machines, elles sont quand même très utiles puisque souvent ce sont elles qui vont abreuver le plus de contrats d'assurance vie, etc. Mais il existe plein de petites sociétés de gestion françaises qui ont des approches hyper poussées et très responsables. On a par exemple Ecofi Investissement, qui est la société de gestion du crédit coopératif, qui n'a que des fonds responsables. On a Sycomore Asset Management, qui n'a que des fonds responsables. La Financière Responsable, qui est également une société de gestion française avec une offre 100% responsable. Donc il y a vraiment un mouvement avec ces petites sociétés de gestion qui proposent des offres hyper poussées en matière de finances durables. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est, et ça revient à l'analyse dont on parlait tout à l'heure des entreprises, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que c'est comme une société de gestion, c'est comme une entreprise normale. Si la direction n'a pas envie d'investir de manière responsable, et ben, ça va être compliqué de mettre ça en place à l'intérieur des fonds. Donc, l'implication de tous les membres de l'entreprise, de la société de gestion, va être clé pour avoir une approche responsable. Et ça, encore une fois, c'est assez compliqué à le voir quand on ne fait pas partie de l'écosystème financier. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de patrons de sociétés de gestion ou de gérants de fonds qui communiquent publiquement sur leur engagement. Donc, vous pouvez aussi faire des recherches sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pour avoir ce genre d'informations. Ensuite, vous trouvez des informations donc, sur les sociétés de gestion et sur leurs pratiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le code de transparence qui est disponible pour tout le monde, que vous pouvez trouver sur le site des sociétés de gestion. Mais vous pouvez également aller voir des documents publics pour aller dans le détail des fonds. Si vous voulez, par exemple, accéder, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, aux principales entreprises dans lesquelles investit un fonds, et bien ça aussi, ce sont des informations publiques. Vous pouvez aller le voir dans les reportings mensuels des fonds pour savoir quelles sont les principales lignes, donc les principales entreprises dans lesquelles le fonds investit. S'il y a des entreprises que vous voulez blacklister, évidemment, c'est un gros travail, mais c'est comme ça que vous pouvez faire pour avoir l'information. Je pense que c'est terminé. J'espère que j'ai réussi à vous donner quelques pistes pour mieux comprendre l'investissement responsable. Alors, il y a une question de Marine
qui demande si investir sur des fonds en actions ISR en assurance vie permettrait de contribuer à la relance de l'économie après la crise. Dans tous les cas, investir, ça permet de contribuer à la relance de l'économie après la crise, ça c'est sûr, puisque les entreprises vont avoir des gros besoins de financement et que les entreprises qui sont dans ces fonds ISR, ce sont des entreprises cotées, donc pour avoir du financement, elles ont besoin de la bourse et des investisseurs. Donc évidemment, ça permettra de contribuer à la relance. Après, il faut faire attention, ça j'en ai pas parlé, mais l'investissement dans un fonds en action, évidemment, ça comporte un risque, puisqu'il y a un risque que la valeur baisse. Donc il faut aussi quand même garder ça à l'esprit. Si vous voulez agir en faveur de la relance de l'économie, oui, vous pouvez investir, mais il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi perdre votre argent si vous, voilà, si vous faites de mauvais investissements. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi réfléchir en matière de diversification. Là, j'ai parlé que des fonds responsables et en particulier de l'assurance vie et des placements d'épargne retraite, qui sont plutôt des placements de long terme, mais évidemment, vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, dans les placements responsables de manière générale, on inclut souvent le financement participatif dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Et ce financement, il permet aussi d'investir directement dans des entreprises, évidemment aussi avec un risque. N'hésitez pas, oui, si vous avez des questions pour Camille, à en rajouter. On a encore un petit peu de temps de toute façon. Peut-être que toi, tu as quelque chose à rajouter, Grégoire. Bah, pourquoi pas, déjà merci. Première chose, c'était très intéressant. Oui, bah, tout simplement, voilà, Camille elle vous a parlé de plein des labels, en effet. C'est toujours très intéressant de voir dans quoi on souhaite investir. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi en tout cas, ça devient de plus en plus important d'être assez sélectif sur ce qu'on va pouvoir mettre dans ces placements. Et la performance, évidemment, elle est importante. Elle fait partie du tout. Mais comme vous l'a montré Camille, on peut tout à fait avoir des placements qui sont responsables et qui sont performants. Parce que souvent, c'est ce que j'ai entendu en rendez-vous depuis des années. Ah oui, le responsable, bon, ben, je ne fais rien gagner, je n'ai pas gagné de sous. Non, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est certain que ce n'est pas le cas. Simplement, en effet, bah, comme vous avez dit Camille aussi plusieurs fois, on a les gestionnaires de patrimoine, et notamment moi et le cabinet, hein, qui sont tout à fait à même de vous orienter après sur les différents types de placements que vous pouvez faire en fonction de vos besoins. Chacun a ses besoins différents, chacun a une étape de sa vie obligatoirement différente et a des placements différents à faire. Par contre, les gammes, elles sont assez larges. Et si vous êtes intéressé par ce type d'investissement, on peut faire plein de choses. Notamment, Camille a parlé très rapidement de l'immobilier en ISR. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a des fonds, notamment des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, qui aujourd'hui doivent avoir les premiers labels ISR. Donc, où c'est pareil, on fait attention, ces sociétés font attention lorsqu'elles achètent un bien immobilier qui puisse rentrer dans ces critères. Donc ça, c'est très intéressant aussi de pouvoir participer aussi de cette façon-là. Et dans tous les cas, pour répondre quelque part à la question de Marine, oui, c'est certain en effet que aujourd'hui, pour aider à relancer l'économie, c'est pas de garder son argent sur le livret A qui aidera à la relancer. C'est plutôt de pouvoir réinvestir sur les marchés. Donc ça, c'est important en effet. Si tout le monde se mettait à vouloir absolument garder son argent en liquidité, ça ne ferait que prolonger en effet encore plus longtemps la crise qui nous vient suite au Covid-19. Ça, c'est une certitude dans tous les cas. Oui, tout à fait. La question maintenant, c'est comment faire au mieux pour utiliser cet argent pour soutenir des causes qui nous sont chères. C'est vrai, et c'est là où on sert aussi, justement, c'est à avoir ces discussions avec chacun, parce qu'avec chacun, en effet, n'a pas la même sensibilité ou la même envie, en effet, de participer à tel ou tel pan de l'économie. Donc, on est là aussi pour écouter ça et répondre à ça dans l'orientation de ce que l'on propose au quotidien. Je rajouterais aussi
En l'occurrence, tout simplement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du site de Camille qui est investir-éthique.fr. Et, euh, et en l'occurrence, je vous invite vraiment chaudement à aller le regarder, à aller fouiller dedans. Vous allez voir, il y a plein d'informations extrêmement intéressantes sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Il y a les comparateurs qui vous permettent de voir, notamment par rapport aux critères. Quand on parlait de ESG, c'est super intéressant de regarder quelles entreprises ont ces trois critères activés ou pourquoi elles ne l'ont pas activé. Et je repense quand Camille parlait de gouvernance tout à l'heure, notamment où on peut voir que certaines ne vont pas voir le critère de gouvernance activé suite à des affaires, à des affaires qui sont résolues ou pas résolues, ou des dirigeants qui n'ont pas été obligatoirement très clean à gauche à droite avant de gérer telle ou telle société. Ça, c'est intéressant en effet de pouvoir le voir et vous le voyez sur investir-éthique.fr. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci Grégoire. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles des comparateurs puisqu'il y a une question là sur comment faire sa sélection en fonction d'exclusion, donc par exemple le nucléaire. J'ai fait ce travail avec un comparateur sur les ETF où vous pouvez filtrer en fonction de cette exclusion. Mais cette information sur l'exclusion, elle est aussi dans les codes de transparence dont j'ai parlé tout à l'heure. Normalement, quand vous y accédez, vous avez la liste de toutes les exclusions qui sont pratiquées par les sociétés de gestion. Donc, encore une fois, ça doit être des informations normalement publiques. Ou en tout cas, quand c'est un engagement sincère, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Grégoire, ça doit être visible et fait de Oui. manière publique. Après, en effet, toutes les entreprises qui font vraiment attention aux responsables le mettent pas toujours en avant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui euh, c'est dans leur ADN quelque part de le faire. Donc elles font pas de pub sur leur ADN en elles-mêmes. Celles qui communiquent beaucoup en effet sur le fait qu'ils replantent des forêts et ainsi de suite. Bah, très souvent, on est quand même dans le greenwashing justement dans les sociétés qui veulent s'acheter une conscience pour pouvoir être socialement responsable en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, aujourd'hui, même si pour l'instant je suis d'accord avec toi, tout le monde n'est pas 100% sincère, c'est indispensable d'aller vers cette finance plus durable et ça devient vraiment une nouvelle norme de prendre en compte des critères durables dans sa gestion. Donc ça va quand même dans le bon sens. Ah oui, c'est sûr, c'est certain. C'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un voudrait ajouter ou sur lesquels vous voudriez qu'on puisse répondre, Camille ou moi? Du coup, on va remercier Camille. On va vous remercier tous de vous être connectés. N'hésitez pas à suivre sur le groupe des investisseurs toulousains les nouvelles propositions de meet-up que l'on va continuer à faire comme ça. Toujours en effet en web pour l'instant. On reviendra en présentiel quand on pourra à nouveau le faire. Pas encore tout de suite a priori. Et ça sera avec grand plaisir. Et je pense qu'on gardera de toute façon cette double fonctionnalité parce qu'elle est sympa. Elle permet à des gens qui sont pas du tout sur Toulouse de pouvoir se connecter et participer avec nous. Donc ça, c'est super. Voilà. Merci beaucoup Grégoire et merci à tous d'avoir été attentifs.